Si je vous dis, partout, toujours, il n'y a que le soi. En tout. C'est compliqué, ça? Non, c'est ça. C'est simple. C'est comme si je vous dis, c'est de la terre que part toute naissance. Est-ce que c'est compliqué, ça? C'est vrai, ça? Oui. Êtes-vous d'accord avec moi? L'avez-vous fait, le chemin intérieur, pour arriver à croire que c'est de la terre que part toute naissance? Ou si vous entendez ma voix, puis vous dites, « Ah, elle doit avoir raison. Elle y a pensé. » Ben, faites attention. Est-ce que c'est de la terre que part toute naissance? Oui ou non? Et donc, quand je vous dis que tout vient de toute naissance part de la terre, ben, c'est rien qu'une évidence. Je vous parle d'une évidence et vous rendez ça complexe. Alors, cette vérité-là, qui est aussi simple, parce que il y a quelque chose qui nous soutient. Hein? Quand cette chose-là s'en va, quitte le corps arrête de vivre. Alors, il y a un quelque chose qu'on nommera, mettons, substrat. C'est assez vague. Hein? On peut appeler ça un substrat. Ça a-tu du sens? Oui. Avez-vous déjà assisté à la mort de quelqu'un? Oui. Avez-vous ressenti ce substrat-là, cette énergie-là s'élever? Oui. Sortir du corps? Oui. Si vous assistez à la mort de quelqu'un et que vous ne l'avez pas encore fait, expérimentez ça. Vous allez être sûr qu'il y a vraiment un substrat, quelque chose qui part de ce corps-là quand il y a un décès. Ce substrat-là, il est celui qui part d'un corps quand il y a un décès, il appartient au corps. Mais il est lui-même soutenu par quelque chose de plus subtil encore. Donc, pour savoir que partout, en tout, il n'y a que le soi, on doit connaître ce substrat, le goût, la consistance, la substance de appelons ça un substrat. OK? C'est comme si on voulait connaître. C'est clair jusque-là? Je veux que rien soit compliqué. C'est comme on voulait connaître le goût de la vie. Alors, on va essayer de confirmer cette phrase-là. En tout, il n'y a que le soi. Aujourd'hui, le thème, c'est Ananda. Ananda, c'est l'énergie, c'est notre énergie créatrice en mouvement. L'énergie créatrice en mouvement crée ce sentiment de joie qui est Ananda. Pour s'exprimer, l'énergie créatrice utilise tous les côtés de nous. Donc, pour qu'il y ait Ananda, ça prend les trois. Intellect, sensation et mouvement. Pour qu'il y ait un vrai mouvement, un agir, OK? Il doit y avoir accord entre l'intellect et la sensation. Parce que l'intellect
il ne peut pas amener une action réelle. Il faut que le sentiment soit là. Ça fonctionne d'une façon vraiment spéciale. Mettons, l'intellect, lui, il est 100% là. OK? Ça, c'est 100% d'intellect. Et que la sensation est 10% là. C'est un gros 10%. Ce que vous allez faire ne correspondra pas du tout à ce que vous voulez. Pour que l'action se passe en accord avec ce que vous voulez, ce que l'intellect propose, il faut qu'il y ait au moins 50% d'accord dans la sensation. Me comprenez-vous bien? Là, c'est ça. Et si à 100%, il y a une vraie action, un vrai mouvement. Si à 50%, il y a un mouvement. Il n'est pas total, mais il y a un mouvement qui correspond à ce que ça veut ici. Comprenez-vous? Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Mais c'est comme le reste des choses que je vous dis. OK? Pour qu'il y ait un véritable accord du sentiment et de l'intellect, il faut que le départ, ce que vous voulez, vienne de vous et non de quelqu'un d'autre. Ça peut jamais être totalement vrai à moins d'une totale soumission. Ça peut jamais être totalement vrai qu'il y ait une action qui suit un ordre. Je vous dis, en tout et partout, il n'y a que le soi. J'ai le point de départ, le point de visée et tout le kit. Et vous êtes obligé de vous arranger avec ça. Comprenez-vous? Il y a rien qui part de vous là-dedans. Mais ça peut pas marcher. Alors, pour qu'il y ait Ananda, il faut qu'il y ait parfaite harmonie entre ce que je veux, l'intellect, la sensation. Ça veut dire qu'il faut que ce soit bon en dedans. Ça fait oui. Ça peut être douloureux en dedans et ça fait oui pareil. Mais il faut que ça fasse oui. Comprenez-vous? Et l'action se passe. Et là, c'est Ananda. C'est simple. Hein? C'est simple, hein? Très simple. On a, quand on veut agir, dans toutes nos actions, point de départ, il faut que ce soit clair. Où est-ce que je suis? Okay. Si je ne sais pas où je suis, je ne peux pas vouloir savoir ce que je veux. Quelle expérience m'est proposée? Qu'est-ce qui vient à moi? Et est-ce que je peux accepter cette expérience-là? Dans les sensations, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle est acceptable pour moi? De dire, est-ce que je veux? OK? Ça peut être à 50 ou à 100%, mais tout dépend de l'expérience. Maintenant, est-ce que je peux prendre une décision sans connaître le point de visée de mon action?
M'avez-vous compris? Est-ce que je peux prendre une décision sans connaître le point de visée de mon action, le but? Ça arrive des fois que je dois prendre des décisions et je ne sais pas trop le point de visée. Mais en réalité, si je veux prendre une décision et qu'il soit un choix véritable, il faut que j'en ai un point de visée. Si, par exemple, on me demande quelque chose, des fruits, peut-être que vous savez pas trop où je veux en venir, même si je vous dis qu'est-ce que je veux que vous expérimentiez. Peut-être que vous savez pas trop pourquoi expérimenter ça, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut faire. OK, là, manger des fruits, là, vous venez d'en manger un matin. Okay. Mais si il se crée pas un but au-dedans qui est clair, par rapport à vous-même, ça fasse du sens. Sinon, il ne peut pas y avoir un oui. Je peux faire semblant, je peux faire plaisir, je peux faire quoi, mais il peut y avoir une action, mais l'action ne viendra pas du tout de moi. Elle va répondre à une demande extérieure. C'est comme si j'étais une marionnette agie par des cordes. Entendez-vous bien ça? Si ça n'a pas de sens, il n'y a pas une visée, un but à ce que j'entreprends, je suis agie comme une marionnette. Et un choix, mes amis, c'est décisif. Je vous l'ai dit ce matin, je le répète. C'est une question de vie ou de mort, un choix. Sinon, il n'y a pas de choix. Le thème de la semaine, c'est le soi est partout et toujours. Ça, c'est un choix. D'aller vers ça, c'est un choix. Et ça, c'est un choix de vie ou de mort. Mais choisir si je vais manger des prunes ou choisir si je vais manger les petits fruits dans le qui vous a été offert, c'est une décision. En résumé, il n'y a pas d'action s'il n'y a pas d'accord entre l'intellect ou l'intelligence ou la compréhension et le sentiment. Il n'y a pas d'action réelle. Il y a certaines questions à vous poser pour voir, pour vérifier. OK? Au début, vous demandez la question, qu'est-ce que je veux? Ça va mettre votre visée, votre but. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça prépare un choix. Et en cours de route, vous vous demandez, est-ce que je suis en train d'obtenir ce que je veux? Tu sais, il faut re-questionner. Vous voulez obtenir cette connaissance du soi, bien, il faut se demander de temps à autre, si tu là, je m'en vais. Même si j'étais vous, et quand ça a été moi, je l'ai fait, me le demander tous les jours. Et au bout du compte, je dois faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Est-ce que j'ai obtenu ce vers quoi je tendais, ce que je voulais obtenir? Même
aujourd'hui la délivrance. Je dis que c'est autant un problème de douter de la délivrance que de l'espérer. Les deux, c'est égal. Si j'en doute, si je l'espère, c'est parce que j'en doute. Puis si j'en doute, croyez-moi, ça n'arrivera jamais. Alors si je l'espère, ça n'arrivera jamais. Alors comment on y arrive sans douter, sans espérer? Il y a un chemin qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qui va vous libérer? C'est la connaissance, dans le fond. Ce qu'on vient de parler, il faut en avoir la connaissance. Si vous savez, vous avez l'expérience de qu'est-ce que vous avez à faire, il ne reste plus rien qu'à le faire. Il s'agit juste d'en avoir l'expérience. Et la connaissance, c'est ça qui libère. Mais si vous en avez l'expérience, c'est une connaissance, vous pouvez l'utiliser. C'est à votre service. Alors, on revient encore à la même chose. La connaissance, qui est cette pensée, cet intellect acéré, précis, c'est la connaissance. Cet intellect précis, plus le sentiment, la sensation et l'action, c'est la connaissance. Les trois. C'est ça la connaissance. Alors, par la connaissance, on peut être délivré de tout ce qui n'est pas à soi et qui nous est connu. Et récupérer tout ce qui est à soi et qui nous est inconnu. Je répète. Par la connaissance, on peut être délivré de tout ce qui n'est pas à soi, tout ce qui nous a été imposé, tout ce qui nous a été ordonné, tout ce qui vient de l'extérieur. On peut s'en libérer parce que ce n'est pas à soi. Mais c'est ça qui nous est connu. Et on peut récupérer tout ce qui est à soi, qui est libre, qui vient de l'intérieur et qui nous est inconnu. Celui qui connaît peut agir en harmonie avec les circonstances, avec chaque circonstance, s'ajuster aux circonstances. On doit rendre notre intelligence ou notre intellect, appelez ça comme vous voulez, plus fort. C'est pas parce que l'intellect est fort c'est parce qu'il est faible. Il ne peut pas se concentrer sur une pensée. Mais c'est la concentration qui donne la force à l'intellect et qui va faire que vous serez capable de discriminer une pensée réelle, pas un verbiage mental, mais une pensée en réponse à une question, à un besoin. C'est cette attention-là qui vient avec la concentration. OK? Je ne serai pas dans le service si je réponds à ce qui vient en n'étant pas en accord avec le don que je fais. Mais, tu sais, on est en chemin.
Et la vie, par des petits, quoi? Des petits chocs, merci, des petits chocs, elle essaye de nous garder dans le chemin, parce qu'on lui a dit, ici, tout le monde ici lui a dit, et avec beaucoup de ferveur, que vous vouliez suivre le chemin qui mène au soi. OK? Elle vous a entendu. Elle a la vie, là, c'est pas une folle, elle n'est pas sourde. Et des fois, malgré les petits chocs, vous n'entendez rien. C'est un fait. Alors, clac, un gros choc. Et vous manqueriez de reconnaissance pour cette générosité-là de la vie qui vous... Mais tu vas être dans le soi, puis il va falloir que qu'on soit n'importe où. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est dans le soi qu'on ne doit pas savoir ce qu'on veut. OK, là, on va faire ça, là. Mais quand on est dans le soi, les choses se font comme ça. Et c'est pas faux. Mais c'est que les décisions se prennent rapidement comme ça. Parce qu'il y a toujours un accord. Je vous donne des exemples qui ne sont pas des atroces dans ma vie. Je ne vous dis pas que je prends 2 heures à décider si je réponds au téléphone ou non, parce que là, je manquerais mon coup. OK? Mais il y a toujours une décision à prendre. Et ne croyez pas que ça va arrêter. Il y a toujours, qu'est-ce que je veux? Mais il faut que l'intellect, aussi, il faut qu'il y ait un raisonnement entre l'intellect et le cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, ici, on parle de choses naturelles. De choses naturelles, simples. OK? Donc, quand tu les entends, il y a un accord en dedans. Est-ce que c'est vrai? S'il n'y a pas un accord, levez la main et dites « Oh là, moi je ne veux plus rien savoir de ce que tu dis. » Si vous êtes là passif à vous faire bourrer le crâne, là, ça ne marche pas. Attends. Mais bon, alors tu prends ça, ça fait un accord. OK? Tu l'écris. En l'écrivant, t'as moins de contact avec moi. Et qu'est-ce qui enregistre ce qui est dit? Et qu'est-ce que ça réveille chez toi? C'est la connaissance réelle du soi. C'est ça que je veux réveiller chez vous. Vous connaissez ces choses-là. Au fond de vous. Quand vous écrivez, votre attention est moins fine. Et donc, ça pénètre moins profond. Vous allez oublier ce que je dis, mais vous allez le connaître. C'est pas pareil. OK? Ensuite, bien, vous me dites aussi que quand vous venez ici, vous voulez que partout et toujours, vous sachiez que c'est le soi. Il est là partout et toujours. Hein? Vous voulez ça aussi? Mais vouloir ça, c'est pas le vouloir comme vouloir manger à soir, ou même à midi. C'est pas pareil. Vouloir ça, c'est simplement reconnaître que c'est vrai. Ça, c'est une forme de vouloir qui est à un autre niveau. Ça fait une certitude au-dedans. Quand vous posez la question « Qui suis-je ?» s'il n'y a pas de réponse, demandez-vous la question
qui pose la question qui suis-je? Et s'il n'y a pas de réponse, demandez-vous qui soutient le je qui pose la question qui suis-je? Tu sais, pourquoi le soi ne parlerait pas d'ici, de là, là? Alors, mais ce choix-là d'être quelqu'un chez soi, ça a un impact. S'il y a quelqu'un là, bien, vous avez un impact. Si vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'avez pas d'impact. Mais ça veut dire que vous n'existez pas. Il doit aussi y avoir harmonie entre le but visé, et mon action. C'est si, bon, oui, c'est important que ce soit clair ici et que ce soit en harmonie. Mon action, pour que je sache si elle va dans le but visé. Donc, l'action doit aller dans le sens du but visé. Et, bien, un humain, un homme, une femme humaine, c'est un doer, c'est quelqu'un qui agit. La vie, regardez partout, elle n'arrête pas d'agir. L'eau coule tout le temps, que vous la voyez couler ou non. Il y a toujours de l'air qui circule, que vous la voyez circuler ou non. Les arbres sont toujours en constante évolution. Il n'y a rien qui est arrêté, ne fût-ce qu'une seconde. Et c'est pas le soi qui va arrêter ça, c'est le soi qui fait marcher ça. Alors si vous pensez qu'en atteignant le soi, vous allez atteindre la farniente, grave erreur. Plus l'énergie augmente, plus le soi est présent, plus l'accélération est intérieure, plus elle est extérieure. Par contre, il y a une attention toujours à l'équilibre au-dedans. Avec ce qui est au dehors. OK? Je ne peux pas négliger ce qui est au dehors. Je vis dans un monde où il y a un extérieur, mais si je ne commence pas par l'équilibre au-dedans, j'arriverai jamais à l'équilibre au dehors. Donc l'action, elle est nécessaire. Elle est constante. Elle doit être délibérée. Ça veut dire que elle ne doit pas être forcée et celui qui agit ou celle qui agit est conscient de ce qu'il fait, de où il va et de ce qu'il ressent ici et maintenant. Toujours. Alors on y arrive, l'action délibérée, c'est l'action conjuguée du sentiment et de l'intellect. On vient à la même place. Ça veut dire qu'à tout moment, je sais ce que je fais, comment je le fais, je sais ce que je veux, et qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Maintenant, on a souvent parlé de l'intellect comme étant quelque chose de mauvais. L'intellect, c'est la partie pensante. Mais dans les pensées qui sont plutôt agitées et qui
qui sont plutôt aussi inconscientes et qui sont amenées par l'émotion, donc qui n'ont aucun rapport avec ce que je veux et ce que je fais. Ces pensées-là sont nuisibles. Mais ça ne fait pas que l'intellect est nuisible. Alors, il faut apprendre à raffiner l'intellect, à le rendre acéré, à le rendre précis et rapide. Parce que l'intellect nous sert à affronter les situations nouvelles. Par exemple, quelqu'un me parle sur un ton sec, je donnais cet exemple hier soir, sur un ton sec. L'intellect, il va voir ce qui se passe là, puis ce qui se passe là. Et il y a besoin de les voir simultanément et d'entrer profondément dans le senti. Et là, l'action va être juste. Si je reste dans le senti, ça n'amènera pas d'émotion. Et si l'intellect va voir aussi, voit là, là et là, il n'y a pas d'émotion. La réponse va être juste. Qu'est-ce que ça va donner? Mettons que je dis, qu'est-ce qui prend de me faire ça? Est-ce que ça me donne quelque chose? Si je pose la question, est-ce que je l'ai blessé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ça peut me donner de quoi? Donc, agir, c'est répondre en toute connaissance de cause à une situation et non réagir. C'est la règle tout le temps, mais c'est la règle particulièrement dans nos relations avec les autres. Et c'est là que c'est plus difficile. Parce que la relation avec l'autre est difficile parce que l'autre est différent. La relation n'est pas naturelle. On peut avoir une relation plus facile avec un arbre, avec un animal, parce qu'on le sait qu'ils sont différents. Tandis que les humains, on ne sait pas qu'ils sont différents, mais ils sont aussi différents de nous qu'un arbre ou un animal. Mais on ne le sait pas. On a tendance à projeter dessus et à croire qu'ils sont comme nous, ils réagiraient comme nous. Une double contrainte dans nos relations avec les humains. Voir la différence et ne pas projeter. Et l'autre contrainte, c'est qu'on a véritablement besoin des autres. À tous les points de vue. Autant matériel qu'affectif, qu'intellectuel, que spirituel. Alors, ça veut dire que même si la relation est difficile, elle doit exister. Donc, dans une relation, n'essayez pas de recevoir avant de donner. Écoutez avant de parler. Et restez attentif à ce qui se passe en vous. Dans une action vis-à-vis de quelqu'un, je fais quelque chose pour quelqu'un. On parle de service. OK? N'attendez pas un retour de cette personne-là. Le retour est interne. Il est compris dans le don, le retour. Alors, n'attendez rien de l'autre. Par contre, on ne veut pas donner. Personne ne veut donner. Et personne ne veut donner parce que et on peut forcer personne à donner. Parce que notre centre de perception, notre centre de référence est intérieur. Alors, ça cherche à nourrir ici. OK?
notre centre n'est pas là. Alors, il ne peut pas avoir le goût de donner là. Il a le goût de donner ici. Donc, de recevoir. Par contre, vous savez bien que vous donnez, que tout le monde donne. Mais On donne avec un élastique. dans le but de recevoir. Et c'est la zone de conflit la plus difficile parce que l'élastique, souvent, il ne revient pas de la bonne façon ou avec le cadeau qu'on a mis au départ. Parce que le cadeau qu'on a mis au départ, qu'on pensait magnifique, merveilleux, comme il y a un élastique après, l'autre n'est pas bête. Contre, et ici, dans ce groupe, ce serait intéressant de voir comment ça fonctionne. Comment le donner et recevoir fonctionne. Commencez-vous par donner. Et qu'est-ce que c'est que recevoir? Recevoir, c'est une autre affaire. C'est pas plus facile de recevoir que de donner. On veut pas recevoir. Et vous allez toujours attendre quelque chose. Parce que Ananda Rose, tu sais, Ananda Rose, vous pensez qu'elle donne, mais elle prend, elle reçoit. Mais c'est la réalité. Je reçois pour chacun de vous, chacune. Tout ce dont vous avez besoin, j'en ai besoin. Si vos besoins, si votre besoin est répondu dans la visée, Ananda Rose a une visée. Pour elle-même, c'est toujours la même, c'est le soi. Et le voir partout est devenu plus une visée, mais un fait. OK? Donc, je ne fais rien que recevoir. Parce que chacun de vous est le soi. Il est là aussi. Et quand il a besoin ici, quand il a eu besoin, il a été répondu. Quand cette personne-là a eu besoin, le soi a répondu. Et c'est normal que vos demandes soient répondues. C'est normal pour moi. Ça répond à ma visée. Il n'y a pas de don possible sans que le don et le retour soient à la même place. Ce qui est vôtre, vous pouvez en prendre soin. Vous pouvez donner à ce qui est vôtre, ce qui est intégré, ce qui est à vous. Cependant, je veux dire par là, faire un avec. Par exemple, si je travaille au jardin, je peux bien pas ne ressentir que c'est mon jardin, mais je peux faire un avec ce que je fais. Là, il y a un don et un recevoir. Tout se joue à l'intérieur, rien à l'extérieur. Vous êtes vraiment moi. C'est ça, en fait. Mais le but visé du cœur n'est pas nécessairement le but visé de l'intellect. Parce que cette retraite-ci, le but visé, c'est voir le soi partout et en tout. OK? Mais là, on est ici pour ça. Mais on se laisse déranger par toutes sortes de choses. Déjà, pourtant c'est notre but. Mais ça peut être un malaise, ça peut être
une pensée, ça peut être une inquiétude, mais où est le but visé? Et on est dérangé là. Le but visé, il change constamment selon la sensation ici. Le cœur ici, là, il essaye aussi d'être écouté. Mais ça prend un intellect fort, c'est ça que je vous dis. Mais regarde, on a fait tout un processus depuis bien des années, mais particulièrement les dernières années, qui nous amenait vers un intellect plus pointu. Alors, on a vu ça. Ça joue dans notre tête. On peut arriver à voir, bon, qu'est-ce que j'espère, là? OK? Que je suis mélangée comme ça. OK? Et là, voilà rien qu'une pensée. Alors, il faut démêler ici. Je ne peux pas démêler là. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui me dérange? Où est l'espoir? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que je veux qu'il n'y arrive pas? Et si je trouve ça, j'ai une idée claire. Et ça va parler à mon cœur. Il faut que l'intellect soit vraiment clair et qu'il s'adresse à une partie spirituelle du cœur pour rester là. Bien, on n'est pas touché toujours de la même façon. L'étage où on est touché pour aller faire l'amour avec notre chum, c'est un étage primaire. On peut le sentir plus fort que le cœur spirituel. Ça dépend d'où on est rendu. Et ça dépend de la clarté de notre intellect. Dans le fond, c'est l'intellect, plus il va être clair, plus notre cœur va se clarifier. Il se passe quelque chose, il y a une pensée, il y a un sentiment et une action. Et à travers ça, il y a toujours un changement. On trouve la vérité du moment, donc l'essence de ce qui se passe, le sentiment, et à mesure, ça change, ma vision change. Donc la vérité change à mesure, et rendue à l'action, c'est souvent tout autre chose que ce qu'il y avait là au départ. Comprenez-vous? Alors la vérité va avec le changement. Elle s'effectue dans le changement. C'est l'aboutissement du changement. Si je dis que la vérité est ce qui est, qu'est-ce qu'elle exclut? Les approximations, le flou, l'ambivalence, le doute, la comparaison, la justification, les explications, la complaisance, la vérité peut être une vérité seulement si elle exprime mon expérience. Si tu l'as pas, tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas le compter comme une vérité, une connaissance. Mais comment voulez-vous que ce soit l'unité dans le monde, puisque le monde est créé dans la dualité? Si la dualité arrêtait dans le monde lui-même s'arrêterait. Mais la vie sur Terre comprend ce substrat-là dont on parle, qui est le soi. Le soi supporte cette dualité-là. Mais le soi lui-même est un. Mais pas le soi, l'archétype, là, mais ce qui supporte toute forme de vie, qu'on peut appeler le soi aussi, mais avec un super grand S,
et un. Alors, ce qu'on vient de dire à peu près, là, c'est qu'on ne peut pas annuler la dualité sur la Terre sans mettre en danger la vie sur la Terre. L'unité, c'est un mode de perception. C'est une façon de percevoir la vie. Alors, on peut vivre dans un monde de dualité, mais on peut vivre dans l'unité. Alors, je me dis que l'unité, c'est une forme différente de perception et qu'on peut vivre dans la dualité tout en étant dans l'unité. La dualité veut dire séparation. OK? Et chacun de nous, on refuse la séparation parce que la séparation fait souffrir. On cherche, c'est pour ça qu'on cherche l'unité, parce qu'on voudrait fuir la souffrance. Et on voudrait chercher à nier la dualité, à nier la séparation. La séparation est nécessaire parce qu'il y a différence. Par exemple, il y a une différence entre la mère et la fille, quelque mère que ce soit, et quelque fille que ce soit. C'est deux êtres différents. Il y a une différence entre chacune des personnes ici, entre Nanda Rose et vous. Il y a une différence entre tout ce que vous rencontrez, vous et vos conjoints, vos amis, vos enfants, vos parents, les gens du travail, vous êtes tous différents. Tout ce qui existe est différent, exactement comme les feuilles d'un arbre. Et chaque feuille est séparée et différente dans un arbre. Pourtant, ils sont toutes rattachées au même arbre. Il n'y a rien qu'un arbre. Alors la vie est comme ça. On est tous différents, donc séparés. Alors, d'entrer en unité avec quelqu'un, ça voudrait dire être cette personne-là. Sinon, on ne peut pas être en unité avec la personne. Donc, unité égale Parce qu'elle est différente, il n'y a pas d'unité possible. Sinon, si je deviens la personne. Tant qu'on refuse la séparation, tant qu'on refuse la différence, c'est pas possible l'unité. Alors l'unité, c'est pas une expérience mystique extraordinaire, mais un non-espoir. Le non-N-O-N, espoir. Quel est ce non-espoir qui mène à l'unité? C'est l'arrêt de l'espoir qui est plus de différence et qui est plus de dualité. Si je reconnais chez l'autre sa différence, si je reconnais que l'autre est différent de moi, et si j'accepte sa différence, c'est le début d'une relation harmonieuse. Et ça permet de rester en unité avec tout ce qui est là, quoi que ce soit, dans sa différence. Pour arriver à accepter la différence chez les autres, il faut être en accord avec soi-même. Il faut être un ici. Ça veut dire un intellect acéré, une pensée juste qui touche les sentiments, le senti,
l'affect et qui mène à une action. Alors si je suis toute seule et que je fais ça, mais c'est toujours avec d'autres que j'ai besoin d'interagir. Quand je suis toute seule, c'est facile. Je n'ai pas à me chicaner avec moi-même pour les peines, si je veux faire ci ou ça. Mais si je suis dans un groupe ou avec quelqu'un, avec un conjoint, là, c'est difficile. Que je sois d'abord en accord ici pour arriver à voir l'autre comme il est, à répondre d'une façon ajustée et en accord avec moi-même. Et là, il peut y avoir une unité. Quand je prie pour que l'arc-en-ciel soit un pôle de lumière, ma prière est pour tous ceux qui cherchent. Et ma prière est aussi pour vous, pour que vous soyez ce rayon-là dont les gens ont besoin. OK? Que vous puissiez répondre aux besoins de ces gens-là qui cherchent. Parce que c'est ça ma prière. Que le plus possible de gens sachent qu'il y a un chemin.